Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, de nombreuses startups et associations se mobilisent et font preuve de solidarité et d'initiative à la fois pour aider à lutter contre la propagation du virus, mais aussi pour accompagner le grand public en cette période de crise sanitaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Abdelali El Badawi, infirmier et fondateur de Banlieue Santé. Bonjour. Bonjour Charlotte. Banlieue Santé est une association à but non lucratif qui vise à garantir l'accès à la santé aux personnes vivant dans des quartiers populaires et dans les zones rurales. Tout d'abord, quelle est l'histoire de l'association, quand et comment a-t-elle été créée? Alors l'association, c'est une histoire de vie personnelle, mais aussi un parcours professionnel. Moi-même, j'ai été accidenté à 70%, j'ai été brûlé. Et donc très vite, très tôt, à l'âge de 6 ans, j'ai rencontré une problématique, c'est que mes parents ne parlent pas le français, ils sont illettrés et analphabètes, et donc c'était pour eux une espèce de complexité supplémentaire à comprendre qu'est-ce que son fils va subir, est-ce qu'il va survivre et autres. Mais aussi, tout au fil de l'eau de ma vie personnelle, pendant près de 8 ans, j'ai été auxiliaire de vie et agent de service hospitalier. J'ai été très confronté aux inégalités sociales de santé et donc j'ai décidé en 2007 de devenir infirmier. Donc je suis devenu infirmier en 2010, je suis rentré à l'école en 2007 et en étant infirmier, je suis rentré forcément dans la profession de santé et donc j'ai été marqué par, ces inégalités sociales en tant que soignant et j'ai initié des initiatives qui étaient à la base, des initiatives d'aller vers, c'est-à-dire, faire de la prévention, de l'accès à la santé dans les quartiers populaires et les zones rurales. Et puis au fil de l'eau, en 2018, j'ai créé l'association Banlieue Santé avec un corps, médical, des professionnels de santé pour, réfléchir à créer les nouvelles solutions d'innovation sociale et médicale. En un mot, c'est raccorder les patients les plus fragiles au parcours de santé, permettre à tout à chacun d'avoir accès à la santé. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 7 et 11 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre sup en France en 2021. Et donc l'idée, c'est tendre vers réduire ces inégalités sociales et permettre finalement à ces populations d'avoir accès à la santé. Mais alors, quels sont les projets donc menés par l'association pour lutter contre ça? Alors on a différents projets qu'on a initiés parce que déjà, il faut aussi rappeler la définition de la santé. La santé, c'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies. La santé, c'est d'abord un état de bien-être social, mental et physique. La culture, c'est la santé. Entreprendre, c'est la santé. Se former, c'est la santé. L'éducation, le sport. Et donc, tous ces déterminants doivent être autour de la santé pour permettre finalement d'inclure les publics. C'est pour ça qu'on a plusieurs projets qu'on a menés et qu'on mène aujourd'hui, notamment l'opération Vue et Corrigée, où on amène un certain nombre de publics aujourd'hui qui n'a pas accès à l'ophtalmo et aux lunettes pour avoir bien entendu une consultation ophtalmo à la Fondation Rothschild et le même jour un appareillage en lunettes avec la Fondation Vision for Life de Essilor. Et puis on a tout un autre pan de notre programme, c'est aussi de porter des projets qui ont un fort impact sur un territoire, comme des tiers-lieux qu'on est en train de mettre en place à Clichy-la-Garenne, le Café des femmes, qui va permettre à toutes ces femmes finalement de s'insérer, de se former, mais aussi de prendre confiance en elles et puis d'avoir une estime d'elles. Donc c'est des projets où on travaille avec des financeurs comme L'Oréal et d'autres grands groupes qui nous accompagnent. Et puis, ben, juste avant que j'arrive, j'étais un peu en retard aussi parce que j'étais en réunion avec Marseille, puisqu'on va lancer un village santé, un énorme village santé où on va vraiment initier la santé inclusive et participative dans les territoires. Donc, on a vraiment différents projets. Et puis, on a une vision qui est plutôt une vision d'association, un mélange d'associations, de start-up, d'innovation, d'agilité, qui nous permet d'aller vite et d'avoir un impact très rapide sur les territoires. Banlieue Santé met notamment en place donc des actions innovantes pour, l'inclusion médicale et sociale des publics en situation de précarité. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Qu'est-ce qui change? Ce qu'il y a d'innovant chez nous, c'est on n'a pas ce prisme qui est tout de suite de la santé au sens du médicament. On a un prisme plutôt de dire il faut réussir à faire en sorte que la santé doit être quelque chose de hyper inclusif où on va vraiment travailler avec des institutions publiques, privées, des acteurs de terrain, des bénévoles, des habitants et permettre vraiment ensemble de se marier pour réussir à finalement combattre ces inégalités sociales. Et cette innovation, c'est vraiment travailler avec des structures diverses et variées qui vont permettre finalement de répondre à un besoin de santé sur un territoire, chose qui est très difficile à faire dans un territoire. Et nous, on arrive à le faire assez simplement et facilement parce qu'on a une vision qui est pas une vision médicale au sens du médicament, mais plutôt une dimension sociale, médicale, et puis une dimension aussi de faire en sorte que
les habitants de ces quartiers populaires et des zones rurales sont aujourd'hui les solutions de leurs propres problèmes. L'association a notamment fait preuve d'initiative pour venir aux personnes fragiles durant le premier confinement. Comment l'association s'y est prise et est-ce que d'ailleurs ça a duré pendant le deuxième confinement? Comment ça s'est passé? Bien sûr. Nous, le 15 mars, on a fait une tribune sur le Bondi Blog pour expliquer l'impact dans les quartiers populaires qu'il y allait y avoir une surmortalité. D'ailleurs, ça a été très marquant puisqu'en Seine-Saint-Denis, près de 127% de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Et puis le 16 mars, le président, lui, il prévient qu'il va confiner la France. Et nous, on avait déjà anticipé, parce que quand on a fait la tribune, ça faisait déjà 15 jours qu'on bossait sur un projet finalement qui était un plan de terrain qu'on allait mettre en place, en pratique, parce que on avait le retour des professionnels de santé italiens qu'on connaissait, qui nous disaient il y a une vague ici énorme de décès. Et la vague, elle arrivait vers le Grand Est et puis l'Île-de-France. Donc on a décidé d'initier un projet rapidement, en créant une application en 5 jours avec Erwan Kézar qui a créé Contournement et qui en no-code. Et ça nous a permis vraiment de fédérer et de permettre à des associations de terrain d'hyperproximité d'être formées, d'être accompagnées, de pouvoir faire en sorte qu'ils préparent des colis de confinement, de pouvoir faire en sorte que certains patients aient accès à la santé. Parce que aujourd'hui, le grand danger, c'est aussi que beaucoup de publics sont en rupture de santé. Et donc, on a énormément de patients aujourd'hui atteints de cancer et de maladies chroniques qui ne vont plus voir leurs spécialistes et leurs médecins. Donc, l'enjeu pour nous, c'est tendre vers comment on crée les solutions de demain, mais on ne les crée pas nous-mêmes, on va les créer avec le public qui vit aujourd'hui ces inégalités sociales. Et donc, on continue, on a continué après le deuxième, et là, troisième confinement, on continue à mener des actions. Alors, il y a des actions qu'on va lancer dans quelques jours, je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, c'est visé vers les étudiants. Mais quand on va sortir ce projet, je pense qu'on va révolutionner la distribution alimentaire. On a hâte de voir ça. Donc vous le disiez, donc face au coronavirus, l'association a lancé l'année dernière donc l'initiative hashtag dièse en mode confiné à travers 2 actions, à savoir donc premièrement des vidéos de prévention traduites en plusieurs langues. Donc en moins d'une semaine, avec l'aide de l'entreprise Contournement, l'association avait déjà développé une application. Comment elle est venue cette idée? En fait, nous, on est parti du besoin de terrain. C'est qu'est-ce qui va faciliter aujourd'hui l'accès à l'alimentation de ces personnes isolées, parce que quand il y a confinement, les gens ne savaient plus comment faire pour aller s'alimenter. Et donc on a décidé de faire en sorte que des associations qui avaient envie de distribuer, mais qui étaient apeurées de pouvoir sortir, ils n'avaient pas la définition de comment on va faire pour aller agir. Donc on a décidé de créer un protocole d'hygiène pour permettre la préparation des colis alimentaires et la distribution. On a aussi permis une application pour que ces associations s'inscrivent et demandent leurs besoins et on puisse répondre à leurs besoins sur le plan alimentaire, sur le plan de l'hygiène, sur le plan médical. Et puis, on voulait intégrer la démarche qui était simple, c'était de dire qu'il y avait un pan de la population qui n'était pas au fait de comprendre la distanciation sociale, le masque, le lavage des mains. Et donc, on a décidé en plusieurs langues, en plusieurs dialectes, d'expliquer aujourd'hui à ces patients, par des professionnels de santé, comment la distanciation sociale, sur le plan culturel, en bambara, en soninké, en mandarin, en russe, en roumain, enfin, on a fait vraiment différentes langues. Et puis, notre enjeu, c'était de dire que cette application, c'est un outil simple, non téléchargeable sur Apple Store ou Android. Ça permettait vraiment de faciliter et de permettre à des publics d'avoir accès à ces vidéos et à des associations d'avoir accès à l'alimentation, l'hygiène, mais aussi à l'aspect médical. Il y a également eu la livraison de repas aux personnes donc les plus vulnérables. Donc c'était pendant le premier confinement. Ça a continué pendant le deuxième et là, ça va continuer encore On va avec le troisième? continuer, mais on va changer notre modèle. C'est pour ça que dans quelques jours, on sort un outil assez simple. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter que tous ces patients en fait, qui sont en situation de détresse s'exposent au virus. Et donc, on va vraiment, littéralement, je pense, améliorer le process aujourd'hui de ces colis, de ces distributions, etc. Et puis, on a un enjeu, c'est que en termes de santé publique, de permettre à ces personnes de rester confinées et de pouvoir avoir à manger encore dignement, parce que c'est aussi un des enjeux pour nous, c'était que la nourriture qu'on va donner soit de qualité, parce que le premier déterminant de santé, c'est l'alimentation. Et puis aussi, on avait comme sujet, c'était de dire, aujourd'hui, un colis de confinement nous coûte 50 € par semaine, un lit de réanimation, c'est 9 000 € par jour. Donc en termes de budget et d'économie de santé publique, on s'était dit qu'il fallait aussi agir sur ce sujet-là. Merci, Monsieur El Badawi, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes infirmier et fondateur de l'association Banlieue Santé. Merci. Merci Charlotte. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.